Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour auditrices et auditeurs de Victoire FM. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin pour le passage en revue des événements majeurs de l'actualité nationale et internationale de cette semaine. La dynamique de la majorité du peuple, DMP, telle est la nouvelle entité à laquelle les Togolais doivent désormais s'habituer. Les circonstances de sa création, ses objectifs, c'est dans un instant dans Rétro 7 avec la secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice de la nouvelle DMP, Brigitte Kafui Adjamago Johnson. Nous aborderons aussi au cours de cet entretien les préparatifs pour les prochaines élections au Togo, certains événements de l'actualité récente notamment, le classement sans suite de la plainte des OSC dans l'affaire du Covid-Gate, la création de la société togolaise de manganèse, etc. Et si nous en avons le temps, notre invité commentera pour nous un ou deux événements de l'actualité internationale de la semaine. Bienvenue à Rétro 7 de ce jour, dont la mise en onde est entre les mains expertes de Haïti Messan et la coordination numérique assurée par Amjoy Allah, grâce à qui vous pouvez suivre cette émission en direct sur Facebook en tapant Victoire FM. Bonjour, Madame Adjamago Johnson. Bonjour, Monsieur Delabou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pour commencer cette émission, nous nous tournons vers Hervé Essé, qui nous rappelle certains des faits de l'actualité nationale que j'ai évoqués il y a un instant. Une nouvelle coalition politique vient de voir le jour. Il s'agit de la dynamique pour la majorité du peuple DMP. La nouvelle entité a récupéré toutes les anciennes composantes de la DMK, exception faite du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD d'Agbeome Kodjo qui refuse de participer aux prochaines élections, préférant poursuivre un seul lièvre à la fois, c'est-à-dire la revendication de la victoire de la présidentielle de février 2020. Une position que ne partage pas le premier vice-président du MPDD, Gérard Adja, qui a été illico presto, est définitivement exclu du parti. Réagissant jeudi à son exclusion, l'ancien collaborateur et plus d'une fois compagnon d'infortune d'Agbeome Messan Kodjo qualifie de délivrance son exclusion. Sur le terrain, l'objet de cette déchirure au MPDD, les futures élections législatives et régionales se préparent et l'on est plutôt porté à croire que les Togolais seront bientôt appelés aux urnes. Faisant un pas supplémentaire vers la tenue des futurs scrutins, la CENI a installé jeudi dernier les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI, des communes, des préfectures du Golfe et d'Aguanivé. Déjà la semaine dernière, la commission électorale nationale indépendante CENI avait procédé à la nomination des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI. Ils sont au total 448 citoyens répartis sur toute l'étendue du territoire national, des citoyens parmi lesquels l'Union des forces de changement UFC affirme à travers un communiqué ne retrouver aucun des noms de la liste du parti envoyé à la CENI. Aussi, l'UFC dit apporter des réserves sur la crédibilité de la CENI dans la préparation de ces élections et partant sur les résultats qui en seront issus. La dynamique Monseigneur Kodjo ne compte guère dégager ni disparaître de la scène politique nationale après le départ de Madame Adjamago Johnson et les sieurs pour créer la DMP. Une nouvelle coordination de la DMK a été présentée ce vendredi à la presse. La dynamique Monseigneur Kodjo est là et demeure inébranlable. Voilà les mots du nouveau coordinateur de la DMK en la personne de Paul Komlan Missiagueton. Voilà, Madame Adjamago Johnson, avant d'en venir à la DMP, la nouvelle coalition que vous venez de créer. Dites-nous, quel est le bilan de la DMK? Qu'est-ce que vous retenez comme souvenir agréable de la DMK? Vos réalisations, vos succès? Souvenir agréable, oui. Dites-vous? Oui. Je voudrais vous rappeler que la DMK a été créée pour mener un combat. Et à ce que je ne sache, quand on va au combat, ce n'est pas, on ne va pas à une partie de plaisir. C'est vrai qu'on a
beaucoup de satisfaction quand on gagne des batailles, mais je voudrais dire que ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Vous avez suivi le parcours, vous avez suivi comment nous avons subi la répression de ce régime en commençant par le président Agbeyome Kodjo, Monseigneur Podro lui-même, dès les lendemains de l'élection présidentielle de 2020, comment par la suite, disons, un collègue de l'ADMK, Gérard Diossou, et moi-même avons dû subir aussi les foudres de ce régime. Nous avons été arrêtés et comment nous avons dû nous battre à chaque fois qu'il est question d'organiser une activité politique alors que il s'agit de quelque chose d'élémentaire en démocratie. Ce que je dirais, si je devrais faire le bilan, la satisfaction fondamentale que nous avons, c'est que nous résistons. C'est grâce à notre résistance que aujourd'hui les Togolais ont compris que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et aujourd'hui, la flamme de cette résistance-là continue. Le régime sait qu'il y a une force politique qui ne tourne pas la page de l'élection présidentielle de 2020 et que le mythe de Sisyphe, nous avons décidé de le rompre. Alors, si je comprends, concrètement, vous n'avez rien obtenu de vos revendications par rapport, Alors, par contre, le régime s'est réfugié dans une attitude de déni de quelque crise que ce soit, alors que même les partenaires du Togo, un partenaire comme l'Union européenne, a reconnu qu'il y a une grave crise politique au Togo, souvenez-vous. Et au lendemain de cette entrevue que nous avons eue avec l'ambassadeur qui venait d'arriver, eh bien, on nous a demandé d'envoyer des propositions de sortie de crise. Malheureusement, le régime a tout fait pour torpiller cette initiative-là et on en est encore aujourd'hui à demander qu'on s'assoie pour régler les problèmes auxquels le Togo fait face. Alors, ce qu'on peut dire, Madame Adjamago, c'est qu'à aucun moment vous n'avez eu des discussions directes avec le pouvoir. Est-ce que c'est pas un problème de stratégie, votre combat? Il n'y a jamais eu de discussion directe avec le pouvoir. Mais avant de répondre à votre question, je voulais quand même signaler que nous avons remporté des batailles, que, souvenez-vous, il fut un temps, on ne pouvait pratiquement rien faire. Mais dans notre parcours, nous avons quand même réussi à organiser des meetings, donc à briser comment dirais-je, la barrière que le régime avait mise pour nous empêcher empêcher les organisations, les partis politiques et organisations de la société civile d'exercer leurs droits. Même si, vous voyez, on vient de nous dire que l'activité qui était prévue aujourd'hui, le meeting des organisations de la société civile qui était prévu pour aujourd'hui, a été interdit. Ce que ça nous dit, c'est que rien n'est définitivement acquis. De toute façon, il faut que nous, Togolais, nous sachions que ce combat-là requiert une vigilance permanente.
Et donc, nous continuerons à nous battre dans ce sens. Maintenant, vous demandez, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons manqué de stratégie? Je ne vois pas comment nous pouvions faire autrement. Ce n'est pas nous. Je crois que c'est le régime qui est toujours dans son cocon, déterminé à rester. Le problème de ce régime, c'est que pour eux, l'essentiel, c'est qu'ils soient là. Pourvu qu'on reste là, on ferme les yeux, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, on ferme les oreilles, on n'entend rien du tout. Sauf que ça a duré 3 ans. Mais ça va durer encore combien de temps? Nous continuerons ce combat. Et c'est pourquoi nous disons, dans ce cheminement-là, il se fait que, à un moment donné, il y a une opportunité qui s'offre. Et l'acte fondateur de la DMK dit que la DMK, qui a pour objectif de concrétiser l'alternance déposée par les Togolais dans les urnes le 22 février 2020, saisira, au-delà du contexte électoral de 2020, toutes les opportunités, utilisera tous les moyens, saisira toutes les opportunités pour concrétiser cette alternance. Et donc c'est pour cette raison que vous avez créé la DMP? C'est dans cette logique que nous nous sommes dit, voilà, bientôt 3 ans de combat, cette opportunité s'offre. Vous avez dit combat stérile. Comment pouvons-nous la saisir, prendre ce détour pour arriver au résultat que nous voulons? Vous avez parlé de stratégie. On est en plein dans la stratégie. Nous sommes en plein dans la stratégie. Et donc, pour nous, nous restons toujours dans le refus du mythe décisif. Nous continuons de travailler pour que le désir profond d'alternance exprimé par les Togolais le 22 février 2020 se concrétise. Voilà. Dans un communiqué récent que vous avez publié, on ne pensait pas que vous alliez changer comme ça, parce que quand Monseigneur Podro, qui a donné son nom à votre coalition, quand il vous avait pratiquement intimé l'ordre de ne pas participer aux futures élections, les membres de la conférence des présidents de la DMK avaient apprécié, je lis, la hauteur de vue exprimée dans la position du prélat. Est-ce que vous étiez juste dans la posture de ne pas forcer l'homme de Dieu, et celui que vous appelez le patriarche de la nation, ou bien, voilà? Vous savez, quoi qu'on dise, tous les Togolais doivent respect à Monseigneur Podro. Respect et reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour son pays et pour tout ce qu'il endure. Il n'a pas commencé à endurer ça le 22 février 2020. C'est parce qu'on sait son engagement pour son pays que le président Eyadema, à l'époque, avait tout fait pour empêcher qu'il ne soit sacré. Je pense que c'était d'Atapamé, c'était en 75, il me semble. Et nous avons vu comment il s'est battu, il s'est offert quand on l'a sollicité pour la conférence nationale souveraine. Il n'a pas démérité, au contraire, il a fait son devoir et a montré qu'il aime son pays. En 2020, ça c'est du point de vue de l'opposition, vous savez que il refait on dit autre chose. Pourquoi on n'a pas raison de dire autre chose? On n'a pas raison de dire autre chose. Mais bon, disons, nous sommes en démocratie, hein. Chacun est libre de ses opinions. Donc en 2020, il se réengage à nouveau et dit, je vais faire en sorte, je vais aider les forces politiques à se fédérer, à s'organiser
pour avoir un seul candidat. Mais nous, à la CDPA, nous étions dans cette logique depuis 1992. Et heureusement, beaucoup de partis politiques ont rallié cette logique-là. Nous avons été aux élections, ça a marché. Il n'a pas flanché. Il n'a pas flanché, il a dû sortir du pays, mais il a continué le combat. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Maintenant, quand arrive un moment où, pour des raisons de stratégie, on n'est pas d'accord, vous voulez que pour ça, nous affichions, au fond, sur le plan des valeurs, nous sommes tout à fait d'accord. Idéologiquement, on est d'accord. Je l'ai dit tantôt. Il n'est pas question de passer en perte et profit, ce qui s'est passé en 2020. Mais il faut bâtir là-dessus pour, cette fois-ci, arriver à l'alternance. Pour ça, nous n'allons pas contrarier, Monseigneur. Pour ça, nous n'allons pas nous entre-déchirer publiquement. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus positif et constructeur que la sortie de Monseigneur soit faite à l'interne. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Nous respectons son choix et nous sommes sincères quand nous disons que nous le remercions. Oui, nous lui tirons chapeau, mais nous continuons la lutte pour ne pas le contrarier. Nous prenons. Et dans le communiqué que j'évoquais, vous demandiez aux Togolais de prier pour Monseigneur Koudro, notamment pour qu'il ne tombe pas, je cite, dans le piège de l'ennemi qui rôde autour de lui, agissant pour compromettre sa mission salvatrice pour le Togo et de ceux et celles qui œuvrent à l'éclatement de la DMK. À quoi et à qui faites-vous allusion? Monsieur Delagbo, oui, madame. Je voudrais que vous me compreniez et que vous nous compreniez à la DMP lorsque nous avons décidé de ne pas regarder dans le rétroviseur, mais d'aller de l'avant. Aller de l'avant parce que il y a tellement à faire. Le tout n'est pas de dire nous allons aux élections. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes conscients de ce que notre responsabilité est énorme et qu'il faut faire beaucoup de travail à l'interne comme à l'externe, c'est-à-dire en dehors même de la DMP, pour améliorer les conditions de tenue de ces prochaines élections. Et quand on sait l'adversaire qu'on a en face, eh bien, on se prépare. Et il vaut mieux être dans la disposition de vouloir concentrer toutes ces énergies pour réussir ce défi, relever. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, je ne compte pas, et la DMP ne rentrera dans aucune polémique. Aucune, ça je peux vous l'affirmer. Et nous avançons. Voilà. Une dernière question par rapport à Monseigneur Koudro. Est-ce que vous l'aviez informé de la création de la DMP ou bien vous l'avez mis devant le fait accompli? Mais, Monsieur Delagbo, le communiqué que vous avez lu, il était clair lorsque nous avons dit que nous travaillerons à respecter sa volonté, à faire en sorte que ce ne soit pas avec la DMK que nous nous engagions dans le processus électoral. C'est ce que nous avions dit. Et ce communiqué, il est rendu public. Et donc, c'était une façon de le dire. Bien, okay. De l'en informer. Voilà. Un mot rapidement sur le logo de la DMP, puisque c'est maintenant que les Togolais vont apprendre à connaître la DMP. Alors, on voit sur le logo un arbre et 3 bras tenant chacun un drapeau togolais à la main. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, nous dire le message derrière ce logo-là? Alors, le drapeau ne fait pas partie du logo. Le drapeau, c'était juste pour annoncer, je pense que c'était sur un flyer que on a mis le drapeau, c'était pour, disons, faire connaître le logo, annoncer qu'il y a un logo qui vient d'être adopté. Donc le logo, c'est un arbre doré.
Alors, pourquoi doré? Pourquoi en or? C'est plutôt rare. En or, et l'or symbolise le Togo hors de l'humanité que nous voulons contribuer à bâtir. Un arbre porte beaucoup de symboles. C'est le symbole, c'est un arbre qui donne de l'ombre. Donc, le symbole à la fois du bien-être des Togolais qui peuvent se reposer sous un arbre. Mais aussi, c'est le symbole de la diversité des Togolais que nous reconnaissons et qui, dans leur diversité, seront prises en compte, doivent être prises en compte dans le Togo que nous souhaitons pour demain et que nous voulons bâtir. Mais aussi, avant d'arriver là, eh bien, dans cette diversité-là, s'unir pour que nous arrivions à obtenir l'alternance. C'est le symbole d'une force stable qui réunit, dans laquelle vient s'ancrer cette force-là qui est représentée par le tronc de l'arbre, mais aussi par les racines, un arbre bien enraciné. Et enfin, ça évoque notre tradition, l'arbre à palabre. Sous cet arbre-là, nous discuterons. C'est ensemble que nous discuterons pour trouver les moyens d'arriver au changement, mais aussi pour trouver les moyens pour refonder notre pays, le Togo, pendant une transition, parce que nous continuons de penser que, eh bien, quand on aura réussi l'alternance, il faut une transition pour refonder notre pays, le Togo, et pour aller vers le développement. Alors, parlant des vous élections, voyez, c'est tout un programme. Oui, c'est. Voilà. Eh bien, alors, parlant des élections, vous aviez déclaré qu'aucun boulevard ne sera plus laissé à ceux que vous appelez les oppresseurs du peuple. Alors, est-ce à dire que vous reconnaissez avoir commis des erreurs dans le passé en boycottant des élections? Mais, écoutez, les faits sont là. Les faits sont là. Et beaucoup de Togolais nous reprochent aujourd'hui d'avoir boycotté les élections de 2018. Et nous devons le reconnaître quand on voit les résultats catastrophiques que ça a donné. Quand aujourd'hui, vous avez une assemblée nationale qui est dans l'esprit tout simplement d'accompagner une assemblée monocolore où ne s'exerce aucune critique, où on ne voit jamais un député se comporter en représentant du peuple et dire non, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne sert pas le peuple. On aurait pu le dire, ne serait-ce que récemment, dans ce dossier Covid. Les Togolais étaient choqués de voir que les soi-disant représentants de nos intérêts, eh bien, ils ont donné même satisfecit au régime en se disant « Oh, tout compte fait, vous nous avez empêchés de mourir, vous avez sauvé beaucoup de Togolais. Peu importe si l'argent a été mal dépensé, quand même, dans quel pays vous verrez un élu digne de ce nom se comporter comme ça? Des élus qui prennent des décisions, qui entérinent des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des populations. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Cette assemblée-là est l'une des plus mauvaises que nous ayons eues au Togo. Et les Togolais aujourd'hui aspirent à ce que cette situation change. Les Togolais veulent envoyer là-bas des hommes et des femmes qui pourront parler véritablement en leur nom, au lieu d'aider un régime qui les opprime à continuer
à les offrir. Alors, Monseigneur Kodjo n'est pas le seul à s'opposer à la participation aux futures élections. C'est également le cas d'un autre illustre exilé togolais, notamment le leader du MPDD, Agweme Kodjo, qui a aussi déclaré que son parti, le MPDD, n'y participera pas. Aux deux dernières personnalités citées, il faut ajouter le non moins illustre leader du PNP, Salifou Tipi Achadam, qui s'est rappelé au souvenir des Togolais cette semaine à travers une déclaration. Et pour ce dernier, les prochaines élections s'inscrivent dans ce qu'il appelle le système de contribution, de collaboration et de participation. Alors, apparemment, les exilés ne voient pas les choses de la même manière que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Comment expliquez-vous cela? Non, moi, je pense que ceux qui voient les choses de cette manière-là n'ont pas tort non plus. Aujourd'hui, que l'on soit pour la participation aux futures élections ou contre la participation, nul ne peut se targuer d'être dans la vérité absolue. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité de dire que la situation au Togo est tellement complexe que... Mais on a déjà essayé. On a essayé le boycott. On prône la révolution. Oui, mais ça se prépare. Mais est-ce que la question est de savoir, quand on participe aux élections de manière responsable et qu'on tente d'améliorer les choses pour revenir avec des résultats, est-ce que, pendant qu'on le fait, on empêche ceux qui sont pour la révolution d'être à l'action aussi? Non. Je crois que si nous sommes intelligents, nous devrions pouvoir nous dire, au fond, utilisons ces deux stratégies-là de manière complémentaire. Si l'une échoue, que l'autre réussisse. Et la stratégie de la révolution peut même se greffer sur la partie. Les deux peuvent se rejoindre à un moment donné. Vous voyez. Vous n'avez pas peur de la révolution, puisqu'on dit toujours, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Absolument, absolument. Mais je suppose que quand on en est convaincu, eh bien, c'est parce qu'on se donne les moyens de le faire. Bon. Je voudrais vraiment saisir cette opportunité que vous m'offrez pour exhorter mes compatriotes togolais de l'intérieur comme de l'extérieur à faire une trêve. Une trêve pour se dire, ce n'est plus la peine de polémiquer. Allons à l'action. Allons à l'action. Et c'est comme ça que nous allons réussir. En tout cas, en ce qui me concerne. Et en ce qui nous concerne, à la DMP, nous avons décidé de n'alimenter, de n'être partie prenante à aucune polémique. Parce que nous avons trop à faire. Notre responsabilité est trop lourde. Donc, chers compatriotes, je vous en prie, je vous en supplie, que personne ne se laisse décourager. Parce que dans tout ça, il y a des Togolais qui observent cette division-là et qui se disent, la cause est perdue, de grâce. À eux aussi, je dis, ne vous laissez pas décourager. Encore une fois, remettons l'ouvrage sur le métier et tentons de repousser les limites ou de renverser même la dictature le plus légalement possible. C'est possible, on peut le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on veut empêcher ceux qui ont le courage de le faire? Pourquoi on veut les empêcher de le faire? Pourquoi est-ce qu'on les traiterait de tous les noms d'oiseaux? Pourquoi? Ce n'est pas raisonnable. Nous contribuons à pérenniser justement ce régime si nous nous entre-déchirons au lieu de construire. Construire, c'est que chacun travaille selon l'approche en laquelle il croit.
et puis on verra les résultats. Je vous assure qu'on peut se rejoindre. Ce n'est pas impossible. Donc, c'est par sens de responsabilité que nous avons résolu d'aller dans la logique en laquelle nous croyons. Voilà, sans vouloir polémiquer, un mot rapidement de Gérard Dia. L'incompréhension est telle que le passage de la DMK à la DMP semble avoir causé une cassure au sein du MPPDD, le parti de l'ancien Premier ministre Gabriel Aguillaume Kodjo, le champion de la DMK à la présidentielle de 2020, le compagnon de toujours, l'un des plus fidèles compagnons du président Aguillaume Kodjo, celui qui a fait plus d'une fois la prison, et le vice-président du parti, Gérard Adja, a été exclu du MPDD en raison de cette divergence relative à la participation ou non aux futures élections. Alors comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En êtes-vous surprise? Permettez que je n'en parle pas. Parce que c'est des choses qui arrivent. Nous sommes en politique. Ça arrive. Et en faire un événement dont il faut discuter à longueur aussi, ça nous fait perdre notre temps et notre énergie. Permettez que je n'en parle pas. Et je sais que Gérard Adja en a pris acte, mais a résolu de continuer son combat, lui aussi. Alors, pourquoi on va en faire une histoire? Je ne veux pas juger mon collègue Aguillaume Kodjo sur cet acte-là qu'il a posé. Je m'interdis de le faire. Alors, beaucoup pensaient que ça n'était fini pour la DMK quand vous êtes redevenu la DMP. Et maintenant, une conférence de presse a été organisée hier par le reliquat de la DMK qui a mis en place un nouvel exécutif dirigé désormais par Paul Missiak Beton. Nous allons l'écouter. Ma mission, conformément à la charte, est simple. Il s'agit de trouver les voies et moyens en relation avec le peuple togolais et la communauté internationale pour la restitution de la victoire du 22 février 2020 au peuple togolais, seul souverain. La DMK a élaboré une plateforme de revendication de conditions minimales pour de nouvelles élections au Togo. Dans cette plateforme revendicative, nous demandons le retour des exilés politiques, des réfugiés, la réforme de la gouvernance électorale, la libération des prisonniers politiques, qu'une solution soit trouvée au contentieux électoral du 22 février 2020. Il n'est pas normal que les résultats du scrutin du 22 février 2020 soient l'objet d'un tel traitement. La DMK est là et demeure inébranlable. Je lance ici un appel vibrant aux jeunes, aux femmes, aux syndicats, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux forces vives de la nation, que nous avons besoin de tous pour une alliance sacrée pour faire triompher la victoire du 22 février 2020 et dire halte au simulacre d'élection pour ne plus être adepte à un éternel recommencement. Voilà donc les propos du nouveau coordonnateur de la DMK. Reconnaissez-vous cette DMK? Mais pourquoi cette question? On est libre de s'organiser dans ce pays selon les textes en vigueur. Et je constate aussi que dans ce qui a été rediffusé tout à l'heure, je constate que au regard du contenu de ces revendications-là, on est sur la même longueur d'onde. Oui. Donc c'est juste une question de stratégie. Bon vent à la DMK, pourvu que nous puissions tous réussir. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ce spectacle de division à la veille des élections peut troubler les Togolais? Troubler les Togolais, nous ferons en sorte, et notre souci, c'est de faire en sorte que ça ne trouble pas. Est-ce que ça ne décrédibilise pas l'opposition dans son ensemble? Ça décrédibiliserait l'opposition si on continuait à s'entre-déchirer et si au lieu de faire face à l'adversaire commun, on se considère mutuellement comme des adversaires. Jamais, au grand jamais, la DMP ne pourrait considérer la DMK dans sa nouvelle composition qui est, et je voudrais faire remarquer que
il y a le MPDD, il y a le parti BAC, et je voudrais faire remarquer que le parti BAC est signataire de l'acte fondateur de l'ADMP. Je pense et j'exhorte le président de ce parti à clarifier sa position dans les jours à venir, parce que les Togolais ont besoin de savoir et d'apprécier. Alors, donc, il faut surtout éviter de se considérer à la DMP comme des adversaires de la DMK. Nous ne sommes pas des adversaires de la... Et la DMK ne doit pas nous considérer non plus comme des adversaires au regard de ce que j'ai déjà expliqué. Voilà. Alors, revenons aux élections. Vous affirmez vouloir vous battre pour obtenir les meilleures conditions qui permettront de participer aux élections législatives. Est-ce que vous n'arrivez pas un peu trop tard, quand tout est presque ficelé, pour la tenue de ces futures élections? La composition de la CENI, la composition des CENI, la période de recensement, etc. Alors, que pouvez-vous encore obtenir pour... Je voudrais d'abord vous répondre qu'il n'est jamais trop tard quand il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Il est encore temps de trouver un accord pour que ces élections se déroulent de manière apaisée, que le processus soit inclusif, transparent et démocratique. Et fort heureusement, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à faire le constat que rien ne va dans ce processus et que les conditions ne sont pas encore réunies pour des élections transparentes et démocratiques. C'est pour ça que nous avons sur notre plateforme pensé que il est indispensable dans un premier temps que le régime pose des actes qui apaisent le cœur. De quoi s'agit-il? Il faut que des mesures soient prises pour que les exilés reviennent dans leur pays. Et le premier d'entre eux, Monseigneur Kodjo, et le président Gabriel Kodjo Agbeyomi. Il faut que tous les autres exilés qui le souhaitent puissent apprécier l'acte qui sera posé et se dire, il est temps maintenant que je revienne dans mon pays aidé. Il faut libérer les détenus politiques qui sont le signe que le Togo ne fonctionne pas comme une vraie démocratie, qu'il y a une crise. Et que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y en a, tout le monde le reconnaît. Les États-Unis le reconnaissent lorsque la dernière fois, ils ont récompensé les organisations de défense des droits de l'homme à travers le professeur David Dossé. Alors, ce qui est visible à l'œil nu et en dehors des États-Unis, les Nations Unies aussi l'ont reconnu. Le Comité sur les droits de l'homme a fait des recommandations dans ce sens. Alors, trêve de diversion, parce qu'en fait c'est ça, trêve de diversion et de politique de l'autruche. Il faut arrêter ce discours-là et passer à l'acte, libérer nos frères et sœurs. Ces deux actes-là, au moins, apaiseraient les Togolais. Ensuite, au-delà de ça, il faut s'attaquer au processus électoral lui-même, qui est conduit de manière opaque, qui est conduit dans l'exclusion des forces politiques. Nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre de la composition de la CENI. La preuve,
dans l'élément que vous avez diffusé tout à l'heure, l'UFC s'en est plein et l'ANC aussi s'en est plein. C'est des indicateurs. Pourtant, c'est des acteurs qui ont cru devoir accompagner le régime lorsque il a donné l'impression de vouloir discuter. Ils ont essayé. Ils ont sorti des recommandations qui ont été rendues publiques dans le rapport qui a sanctionné ces discussions. On a bien vu ce qui était censé être fait et qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, il y a le problème en dehors de la CENI, il y a le problème de la Cour constitutionnelle. Attendez, oui, les membres de cette Cour constitutionnelle ont montré qu'ils ont pris parti pour le régime. Le président a montré qu'il est du côté du régime. Alors, honnêtement, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on continue de vouloir imposer des institutions qui, loin de se comporter comme des institutions républicaines, montrent que, eh bien, elles sont là pour soutenir un régime qui se maintient envers et contre tous. Est-ce que ce problème-là, il n'est pas suffisamment grave pour qu'on le mette sur le tapis? Regardez, jusqu'ici, on n'a jamais eu le calendrier de ces élections. On annonce les étapes une à une. Mais pourquoi on n'a pas le droit? Les acteurs politiques n'ont pas le droit d'avoir une lisibilité et même de participer à la construction de ce calendrier. Voyez-vous, Monsieur Delagbo, rien ne va. Rien ne va. Et c'est pour ça que nous prenons la responsabilité d'agir pour redresser les choses. Et je vous annonce d'ores et déjà que nous avons saisi le chef de l'État. La DMP. Par un courrier. Cette semaine, la DMP a saisi le chef de l'État. La DMP est en train de mener des consultations bilatérales, sans tambour ni trompette, avec les forces politiques de l'opposition, sans distinction, parce que nous n'avons pas d'a priori. Les gens feront le choix. Ils feront le choix de laisser perdurer le statu quo et de montrer ainsi qu'ils vont pieds et mains liés, participer à un processus. On se demande ce qu'ils vont en tirer. Ou alors, ils feront le choix, comme nous l'avons fait, d'améliorer les choses, de se dire ce n'est pas normal. Battons-nous, faisons un effort pour faire comprendre que il faut faire balader, que c'est ensemble que nous devons faire. Et vous verrez que les choses changeront. Donc, ces discussions sont en cours. Et dans les jours à venir, on fera le point aux Togolais sur tous les efforts, les actes que nous sommes en train de poser. Alors, madame, vous tout à l'heure, vous m'aviez un peu dévancé. Nous allons revenir sur la CENI. Je vous prie d'écouter à présent Edem Atanti de l'ANC se plaindre de la façon dont elle fonctionne. Depuis que la CENI a été mise en place, elle n'a jamais rencontré les partis politiques en tant que premier partenaire en matière électorale. Même si nous avons des bribes d'informations sur comment les choses évoluent, nous n'avons jamais rencontré, sinon la CENI n'a jamais invité nos partis politiques pour nous faire le point de l'évolution de la situation. Et jusque-là, nous n'avons même pas le chronogramme de la CENI. Aucun calendrier, aucune idée sur les activités que mène la CENI jusque-là. Ce qui est encore grave, c'est nous qui avons désigné nos représentants dans les CENI. Si on doit inviter
invité nos représentants dans les CELI à une quelconque formation, l'invitation doit être adressée aux partis politiques et à nous de répercuter cela sur nos représentants dans les CELI. Nous n'avons pas été saisis. C'est tout à fait dans la soirée que nous lisons sur les réseaux sociaux que la formation des membres des CELI commence ce matin. Mais la situation est si grave que vous comprenez que nous allons aux élections et la CENI a travaillé pendant 1 an. Nous n'avons pas le chronogramme de la CENI. Nous ne savons pas comment les gens veulent faire le recensement électoral. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas suivre ce recensement dont on parle. Le recensement est prévu pour se tenir dans la première zone à partir du 29 avril. La sensibilisation des populations n'a pas encore démarré. Nous avons réclamé le chronogramme depuis plusieurs mois, mais on nous a toujours dit que les chronogrammes qui ont été établis sont transmis au gouvernement qui doit revenir. Mais jusque-là, on n'a pas le feedback. La CENI représente les partis politiques en matière électorale et le gouvernement. La CENI doit le pouvoir. Il nous a permis d'apprécier la situation et de dire, bon, avançons dans telles conditions. Nous faisons des recommandations par rapport à telle situation. Cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça qu'il s'agit. La CENI ne peut pas tout de go. Non, ce n'est pas son affaire à elle seule. Nous avons fait des demandes, des discussions à prendre à sur notre électoral. Donc, où allons-nous avec ça? Eh bien, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ce que vous venez d'écouter? Oui, je voudrais juste, ce que je tire aussi de ce que je viens d'écouter et que je n'avais pas mentionné, c'est que cette CENI, non seulement elle n'est pas inclusive, elle n'est pas représentative des forces politiques en présence, mais en plus, elle n'a rien d'indépendant. Elle n'a rien d'indépendant, alors qu'elle devrait être indépendante. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi dites-vous qu'elle n'est pas indépendante? Elle n'est pas indépendante parce que M. Atanti vient de dire que on a arrêté un chronogramme, ils prétendent avoir arrêté un chronogramme, mais veulent d'abord l'accord du gouvernement. Le gouvernement, en principe, n'a rien d'autre à faire que de mettre les moyens à la disposition de cette CENI-là pour qu'elle fasse son travail de manière indépendante. Et d'ailleurs, pour qu'elle soit vraiment indépendante, et ça, on l'a évoqué par le passé, la CENI aurait dû avoir le pouvoir de mobiliser les fonds elle-même pour travailler dans l'intérêt des Togolais et pour travailler avec neutralité à la satisfaction de toutes les forces politiques. Vous voyez, les choses ont été faussées à la base. Et par rapport à ce que vous me disiez, si on a la volonté de bien faire les choses dans l'intérêt supérieur, on peut encore le faire. C'est pour ça que nous en appelons aussi aux partenaires du Togo qui traditionnellement s'impliquent dans le processus électoral. Il ne faut pas se laisser endormir ou tromper par toute la manœuvre, tout ce dont le régime use pour présenter à l'extérieur l'image d'un pays où tout va bien, où on est ouvert, où il y a démocratie. Et ça ne peut pas durer. Alors, dites-moi, madame, si vous n'obteniez pas gain de cause par rapport à vos revendications, que ferez-vous? Renoncer à votre participation aux élections? Mais, monsieur Delagbo, comment, alors que moi, je vais au combat, j'engage un combat, vous voulez que j'envisage que mon combat échouera? Où vais-je trouver l'énergie pour mener ce combat-là si je pars vaincu à l'avance? Donc, permettez que je ne vous réponde même pas et que je sois dans la logique que du moment où nous voulons nous battre, que nous mettons les moyens, eh bien, nous obtiendrons les résultats qu'il faut. Alors, vous parlez de législative, mais jamais de régional. Alors, pourquoi est-ce que vous mettez les régionales de côté? Là aussi, nous nous sommes expliqués sur cette question des régionales-là. Nous disons que quand on est raisonnable, on ne peut que se dire non, non, il n'est pas opportun qu'on organise cette élection-là maintenant. Parce que... Mais dans tous les cas, vous savez que ça va se faire. Ça va se faire. Mais est-ce qu'on est obligé, quelque chose nous lie, nous oblige à le faire maintenant
Comme les législatives sont un rendez-vous constitutionnel et républicain, sont une échéance constitutionnelle. Et on ne peut en principe pas décider de ne pas organiser les législatives. Mais ce n'est pas le cas des régionales, pour lesquelles il y a beaucoup de paramètres qui amènent à se dire, quand on est raisonnable, elles ne s'imposent pas maintenant. Nous faisons face aux législatives. Nous organiserons les régionales après. C'est quoi ces paramètres? Ces paramètres sont que nous sommes engagés dans la décentralisation qui est un processus complexe. Nous sommes au premier stade, au premier niveau, et il pose énormément de problèmes, ce premier niveau-là. Quand on veut être rationnel, on se dit, faisons le bilan. Quels sont les problèmes qui se posent? Comment on va les résoudre pour consolider ce premier niveau avant d'évoluer vers le deuxième niveau qui, lui aussi, fera ressortir des problèmes. C'est l'idée derrière la rencontre que le chef de l'État voulait avec les collectivités locales, mais qui a été repoussée. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Vous pensez qu'on peut faire un bilan objectif dans ces assises-là qui s'apparentent à une grande messe? Vous y croyez, vous? C'est une opération de charme qu'on veut faire et donner l'impression que, effectivement, on fait le point avec les acteurs de la décentralisation et tout. Chacun sait que quelque chose de sérieux ne peut sortir de là. À la limite, on peut amorcer le processus de bilan. Et après la grande messe, maintenant, dire, OK, mettons en place le cadre pour travailler sérieusement. Retour au studio, c'est toujours l'émission Rétro 7 qui reçoit aujourd'hui Madame Kafui Brigitte Ademago-Johnson, la coordonnatrice de la nouvelle dynamique de la majorité du peuple, DMP. Alors, vous allez réagir à l'actualité récente, à quelques éléments de l'actualité récente de notre pays. Et notamment, le gouvernement a annoncé la semaine dernière la création de la société togolaise de manganèse. Alors, l'objectif assigné à la STM est, citation, la valorisation du manganèse en vue de développer la chaîne de valeur de l'industrie minière pour dynamiser la création d'emplois et l'économie du pays. Une bonne nouvelle pour le pays, n'est-ce pas? Bonne nouvelle sur papier. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas faire plus dans la transparence? On ne peut pas nous donner plus d'informations pour que nous puissions apprécier comment cette société-là est montée, quelles sont les précautions qu'on a prises pour sauvegarder les intérêts des Togolais, pour s'assurer que les ressources minières qui appartiennent aux Togolais vont effectivement être exploitées à leur bénéfice. C'est ça le problème que nous avons. D'abord, on adopte des objectifs, on affiche une vision qui semble a priori belle, et puis dans la manière de faire les choses, on aboutit à un résultat qui est tout à fait contraire à celui auquel on devrait aboutir. On a parlé de création d'emplois pour les jeunes et autres. C'est très bien. C'est très très bien. Mais nous demandons à avoir plus d'informations pour nous assurer, pour jouer notre rôle d'opposition, qui est aussi un rôle de proposition, de critique et de proposition constructive. Nous avons appris, comme tout le monde, et nous demandons plus d'informations, nous irons à l'information. Mais nous faisons remarquer déjà que pour l'existant, eh bien, il ne profite pas vraiment aux Togolais. On ne sait pas comment
la société qui exploite le phosphate, on ne comprend pas que sa contribution à notre budget ne soit pas plus importante que ce qu'on annonce tout le temps dans le budget. Le port autonome, on ne comprend pas que ce soit morcelé entre sociétés tenues par des copains, des coquins. Quand vous creusez en dessous, vous voyez qu'il y a des gens du régime et leurs amis qui finalement profitent plus de cet atout-là que nous avons plutôt que les populations togolaises. Et cette forme-là de gouverner notre pays doit changer. Elle doit changer. Si les choses se passaient dans la transparence, est-ce que le Togo aurait été suspendu dans l'initiative pour la transparence des industries extractives? Et où en est-on pour ce problème-là? Qu'est-ce qu'on a pris comme initiative pour rejoindre ce cadre à travers lequel au moins on peut s'assurer d'avoir des informations dont nous avons besoin pour voir comment nos industries fonctionnent. Voyez-vous, c'est dans ce contexte qu'on en crée une nouvelle. Eh bien, il faut saisir cette opportunité-là pour commencer à bien faire les choses. Autre chose, la plainte contre X déposée par les organisations de la société civile dans le Covid Gate est classée sans suite. Le procureur de la République estimerait que les plaignants ne justifient d'aucune qualité à agir. Qu'en dites-vous? Vous avez des organisations de la société civile comme Veille économique, dont l'objectif, c'est de suivre la gestion économique de notre pays. Mais à partir du moment où Veille économique s'est spécialisée dans cette optique-là, on ne voit pas pourquoi. Et elle le fait au nom des Togolais. S'il y a mauvaise gestion, cette mauvaise gestion-là crée des torts aux Togolais que Veille économique représente. On ne comprend pas. Je pense que c'est une décision qui a été prise conformément à la ligne du régime qui est d'étouffer rapidement cette affaire qui fait si mal aux Togolais. Si on avait été dans un état de droit, véritablement, je crois que... Et s'il y avait eu un souci, si tant est qu'on pense qu'il n'y a pas de problème, pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour rassurer les Togolais, pour que on fasse les enquêtes qu'il faut et qu'on prenne une décision qui montre qu'au vu des éléments que nous avons, effectivement, le gouvernement a raison quand il dit qu'il n'y a pas eu malversation. C'est une des raisons de plus pour que nous nous battions pour changer les choses, pour qu'il y ait alternance. Avant de poursuivre notre entretien, Hervé Essay nous remémore d'autres faits de l'actualité nationale de cette semaine. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu mercredi dernier à Pia une délégation d'officiels burkinabés conduite par le colonel Boukaré Zungrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Les échanges entre le chef de l'État et la délégation burkinabé auraient porté sur la situation sécuritaire aux frontalières communes des deux pays et sur la nécessité d'une lutte coordonnée contre les djihadistes. La délégation burkinabé a profité de cette occasion pour transmettre au chef de l'État togolais et à sa famille un message de condoléances et de solidarité du capitaine Ibrahim Traoré suite à la disparition en mars dernier de Bawizibadi Yvonne Gnassingbé, sœur du chef de l'État. La ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins, Madame Mamisile Akla Bahassi, a procédé jeudi dernier à Dapaon au lancement des travaux de construction de 16 nouvelles formations sanitaires dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Donc au total 2 973 845 614 francs CFA
CFA. Ces travaux, qui seront exécutés sur une période de 6 mois, ont pour objectif de renforcer le maillage des infrastructures sanitaires en rapprochant les centres de soins des populations, surtout les plus vulnérables, pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle. 11 avril 2012, 11 avril 2023, cela fait 11 ans que le parti au pouvoir Unir, Union pour la République, a vu le jour. Une messe d'action de grâce a été dite à l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Les militants du parti ont imploré la bénédiction et la grâce divine sur le parti. Au premier rang, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadjibodi Tchegan, Maître Kaï Raymond Laosson de Souza, délégué national du mouvement des femmes UDIR. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu pour les 11 ans qu'il nous a donnés. Au cours de ces 11 ans-là, le parti UNIR qui a été mis sur pied par le président fondateur, son excellence Faure Gnassingbé, a réalisé de nombreuses œuvres dans le Togo. Donc il était devoir pour nous de venir rendre grâce à Dieu pour ça et pour la vie de tous les militants. Et nous avons aussi prié pour la paix et la sécurité dans notre pays. Enfin, culture, le Togo, pays invité d'honneur au FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, édition 2023. Le FEMUA est un grand rendez-vous de la musique afropop qui va se dérouler cette année du 25 au 30 avril. Le FEMUA se tient chaque année en Côte d'Ivoire depuis 2008. Kossi Lamadoko, ministre togolais de la culture et du tourisme. Le chef de l'État a accepté que le Togo soit le pays invité d'honneur de ce festival cette année. Je cite parce que le Togo a plus grande communauté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est important, au regard de tous les efforts dans le sens de l'amélioration du vivre ensemble dans la sous-région, que le Togo puisse aller communier avec ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Bien, des travaux de construction de nouvelles informations sanitaires ont été lancés jeudi dans les 7 préfectures des Savanes pour un coût d'environ 2 milliards de francs CFA. Un commentaire? Oui, avant tout, nous sommes tous des êtres de chair. Et je voudrais saisir cette opportunité parce que dans l'élément, il est ressorti tout à l'heure que la délégation burkinabé a entre autres présenté ses condoléances au chef de l'État. Je voudrais saisir cette opportunité pour lui présenter nos condoléances aussi. En tant qu'être humain, on sait que ces événements-là vous affectent de toute façon et nous souhaitons que l'illustre disparu rentre dans la paix de Dieu et repose en paix. Mais avant de venir, avant de répondre à ma question, je voudrais justement, dans cette lancée-là, on a parlé aussi de l'anniversaire de UNI, 11 ans. Qu'est-ce que vous avez pour un message pour ce parti? C'est le droit des militants de ce parti-là de marquer leur anniversaire. Mais qu'est-ce que vous leur souhaitez? Je leur souhaite d'être plus raisonnables. Je leur souhaite d'aider leur président fondateur à assumer une mission historique qui est de faire en sorte que le Togo rentre vraiment dans la démocratie par l'alternance qui est bloquée tout le temps. Il faut qu'il l'aide à accepter enfin qu'il y ait alternance dans ce pays. Voilà. Maintenant, vous posez la question de ces formations sanitaires qui sont mises en place dans la région des Savanes. Mais on ne peut qu'applaudir et se dire il était temps. Il était temps. Pourquoi est-ce que en plus de 18 ans de règne, c'est maintenant qu'on se rend compte que la région des Savanes fait partie des régions les plus délaissées, les plus pauvres, et qu'il faut rapprocher les populations des formations sanitaires. On dit bravo. Bravo, mais on espère que les choses se feront dans les normes. On espère que les autres problèmes qui se posent là-bas et ailleurs, à savoir l'accès des populations à l'eau, il n'y a pas que ça. Tout est à faire. On a laissé en friche des régions entières. Le problème d'eau dont souffrent les populations un peu partout, y compris à Kara.
le problème de l'éducation. Il ne s'agit pas d'être là et d'attendre à l'approche d'une échéance électorale de commencer à prendre une petite initiative et dans l'esprit de flouer. Il est temps vraiment de gouverner ce pays dans l'intérêt des populations. Tout est à faire et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut une alternance pour que enfin des gens convaincus que seule une gouvernance vertueuse et inclusive peut aider à résoudre les problèmes de ce pays pour que ces gens-là aillent au pouvoir. Nous restons dans la région des Savanes où il y a eu la semaine dernière la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire. Votre réaction à cette prorogation? Mais cette région fait face véritablement à un problème qui nous préoccupe tous. Aucun Togolais n'est à l'abri. Ok, on a décrété l'état d'urgence sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les populations qui subissent ces attaques, qui sont aujourd'hui, pour certaines, réfugiées dans les pays voisins, notamment au Bénin, et pour d'autres déplacées dans d'autres. Qu'est-ce qu'on fait pour elles concrètement? Là aussi, nous n'avons pas besoin de savoir. Quelles sont les mesures qu'on prend concrètement pour affronter ceux qui nous attaquent de l'extérieur? Nous voyons comment le Burkina prend les choses en main et informe régulièrement les populations des avancées dans le combat. Ici, encore une fois, on gère dans l'opacité au lieu d'informer les populations, au lieu d'opter pour la transparence. Et ça aussi, il faut que ça change. Enfin, on veut organiser des élections et nous avons posé le problème. On instaure l'état d'urgence. Comment on va faire? Est-ce que on va ouvrir la voie? Est-ce qu'on va sécuriser les activités politiques qui vont être exercées? Et quelles sont les précautions qu'on prend à ce jour pour que nos compatriotes de la région des Savanes et même dans les zones qui font l'objet d'attaques puissent participer à ces élections? Est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Ça fait partie des questions de notre plateforme. Et ce ne sont pas des questions banales, ce sont des questions sérieuses. Ce sont des questions d'intérêt public. Et on n'a pas à se dire, nous gérons. Non, c'est ensemble qu'on doit discuter de ces sujets hautement préoccupants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.